On va avec Napoléon, avec le code civil, avec le ciment, invention du ciment, invention du code civil. Alors je ne vais pas tout vous citer, invention du système de gouvernement par département, par chef-lieu, c'est-à-dire une espèce de hiérarchie installée qui permet de faire qu'on n'est plus autour d'hommes, on est autour de structures. Ça a beaucoup changé aussi. On n'est plus autour du comté avec monsieur le comte de Nice qui gouverne toute la région de Nice ou monsieur le duc de Bretagne qui commande toute la région de Bretagne. Tout ça, Napoléon, il enlève toute trace de ça. Et il dit, on va organiser hiérarchiquement, d'accord, mais au sommet, il y aura l'État, l'État-nation. Il installe le fait d'État-nation. Donc toutes les organisations modernes, et on va avoir curieusement la même chose qui va avoir lieu aux États-Unis. Par obligation, avec les multi-États, ils vont installer un État fédéral. On voit commencer à apparaître une organisation collective qui est basée non plus sur la guéguerre de parties entre elles, mais sur une coopération structurée de différentes parties entre elles. C'est-à-dire que la dissociation, la séparation entre des parties différentes n'organise pas forcément le chaos si on intègre l'intelligence qui va avec, la structure. Donc vous voyez que se débarrasser de ces restes, c'est dramatique. Ça veut dire que la différence entre les êtres humains qui les séparent, c'est net, va devenir sujet d'incompréhension perpétuelle. Je ne suis pas d'accord avec toi, donc je te rejette. Je ne peux pas parler avec toi. Donc Cérès amène la civilisation, il amène l'intelligence qui dit « je suis différent de toi, mais ça m'intéresse que tu dises quelque chose de différent, parce que par le dialogue, alors le dialogue c'est Mercure, hein, mais par l'écoute de quelque chose de différent, je peux mieux voir la structure de l'ensemble, ce qui est différent que dialoguer. Dialoguer, ça va engendrer le dialogue, par contre. Parce que alors, Cérès est en terre, structure, alors que Mercure est en air. Alors on va peut-être les sortir en dessous. Que là on est dans le domaine des tableaux, ils sont là. Alors là on ne les voit pas sur celui-là. Cérès n'est pas mis. Si, il est mis sur celui-là. On va prendre celui-là, qui est très beau, qui est beaucoup plus positif. Je me disais, tiens, Cérès c'est pas là. Il est là. Voilà. Donc, vous voyez où il est. Il est très très bas dans la structure. Alors pendant un temps je le mettais plutôt par là, parce qu'il semble aider beaucoup à former le moi. Mais donc j'ai cru pendant beaucoup de temps qu'il était là. Et puis finalement je me suis aperçu qu'il est très très près en fait de la plongée dans l'intérieur. Alors qu'il est un peu ennemi de Neptune, puisque l'un c'est le maître du poisson et le maître du Cérès, le maître de la Vierge. Donc ils sont. Mais c'est pas comme ça qu'on raisonne avec le mandala. On raisonne plutôt comme un dégradé de couleurs. Là on est vraiment à l'intérieur dans le profond, et là on est plus dans quelque chose de plus lumineux. Donc il est plus profond et sombre en fait que Saturne. Sauf que Saturne s'exprime plus fortement, il est plus près ici, Saturne, de l'expression du moi. Cérès est plus près de l'intelligence profonde qui rentre dans l'intérieur. Donc Cérès est plus analytique, psychanalytique on pourrait dire, que Saturne, qui peut être plus structurant et gestionnaire. Et Saturne il va vous servir à ranger votre bureau, à faire valoir une hiérarchie extérieure. Il va aller vers Mars, vers l'action, pour organiser votre action. Cérès, il semble intéressé à l'action, bien sûr, mais en réalité, il bosse bien en amont, il bosse sur comment vous vivez les choses à l'intérieur de vous-même, comment vous analysez ce qui vous arrive. Parce que c'est et c'est pour ça qu'après, il semble hyper utile dans l'action. Mais c'est parce qu'en amont, il a analysé, comment dire ça, qu'est-ce que je vais faire avec qui je suis dans ce qui m'arrive. Voilà, en gros, c'est la question que pose Cérès. Qu'est-ce que je vais faire avec qui je suis dans ce qui m'arrive? C'est-à-dire, comment je dois analyser l'événement qui m'arrive en fonction de qui je suis. Et évidemment, il peut engendrer, et c'est pour ça que c'est une planète qui est un peu spéciale, le fait qu'astronomiquement elle soit éclatée, qu'il y en ait plusieurs, que peut-être, disent les voyants, c'était une ancienne planète qui a explosé, sous l'effet d'un météorite par exemple. Certains disent que ce serait une civilisation qui était là avant la Terre, mais alors il faudrait que ce soit il y a des millions et des millions d'années, parce que pour qu'il y ait une civilisation qui soit là, il aurait fallu que le climat le permette, donc il y ait de l'eau, et là il faut remonter très très haut dans l'histoire, parce qu'au fur et à mesure les planètes s'étagent les unes des autres, et s'écartent du Soleil en s'installant sur une orbite. Donc il aurait fallu, à l'époque où peut-être c'est resté à l'endroit où est actuellement la Terre, sur un espace qui dure quelques millions d'années, on va dire, il y aurait pu effectivement avoir la vie. Alors, est-ce que c'est à cette époque-là que la vie aurait été détruite par un météorite ou par une civilisation qui s'autodétruit? On ne sait pas. Moi, je ne rentre pas dans ces détails. Mais l'idée de civilisation détruite est intéressante pour Cérès. Parce que même si cette histoire est fausse,
elle est intéressante du point de vue cérétien parce que ça nous dit, si vous n'êtes pas dans votre tête agencé de manière à comprendre pourquoi et comment les choses arrivent, vous êtes un facteur de dissension pour la civilisation et la société auquel vous appartenez. Si vous ne comprenez pas ce que vous faites là sur Terre, vous allez amener la chienlit, comme disait l'autre, de Gaulle. Vous allez emmener le chaos autour de vous, parce que votre intelligence va vous persuader que vous avez raison sur ce que vous pensez, mais ce que vous allez semer ne va pas être valable par rapport aux vrais besoins. Donc c'est reste de tout le temps mesurer les besoins entre une société et ma propre utilité. Qu'est-ce que j'amène? Est-ce que c'est vraiment utile ou pas? Et cette analyse est extrêmement pénible à faire pour tout le monde. Il faut bien comprendre que Cérès, s'il a été éliminé, c'est pas pour rien. Il est vraiment chiant. Parce qu'il commence à le regarder, là, il est tout près de Saturne, vous voyez, il n'est pas loin de Saturne, et donc, soit je plonge vers la spiritualité, je commence à trouver les lois, mais souvent les gens ne vont pas vers la spiritualité directement. J'ai montré hier qu'il fallait tout un passage. Donc c'est pas ça. Il faut vraiment avoir des épreuves dans sa vie avant de passer à la spiritualité. Pluton d'abord avant Neptune. Donc c'est ça le problème qu'on a. Or, dans l'ordre des planètes, c'est Uranus, Neptune et Pluton dans l'ordre des planètes. Donc normalement, l'être qui se déploie bien, il tombe d'abord sur je suis libre, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux, donc je fais des conneries, et je fais de tout. Et Neptune, je découvre que je dois arrêter, je fais souffrir des gens en faisant des conneries, j'écoute à l'intérieur et je m'aperçois, non, je vais respecter les lois intérieures divines, et en respectant les lois divines, je vais pouvoir trouver mon acte juste. Mais nous, on ne fait pas comme ça, on fait Uranus, Pluton, je fais ce que je veux, je fais souffrir les autres, mais je m'en fous, parce que c'est à mon avantage. Donc tant que l'autre il souffre et pas moi, j'ai gagné, compétition. Et c'est que quand je vais perdre, à cause de cette manière de penser, que je vais arriver à Neptune, je vais dire si ça se trouve, Dieu va m'aider maintenant que j'ai tout perdu. Donc on ne vient au processus méditatif que parce qu'on est passé par l'épreuve qui nous fait, qui peut, voilà, il faut bien se vautrer pour dire mon Dieu, s'il y a un Dieu quelque part, aide-moi, c'est le moment. Mais tant que je peux dire, oh putain, c'est des cons, je vais les virer, ceux-là ils me dérangent, je vais les pousser, tant qu'on peut faire ça, Pluton, on est content, on n'a aucun problème, on dit Dieu n'existe pas, c'est fait pour les faibles, comme disait Nietzsche. Alors que Nietzsche était profondément mystique en plus, mais c'est cette phrase-là de Nietzsche qui est reprise. Et en fait, c'est comme la phrase religion opium du peuple de Marx. Elle a été montrée, elle n'a pas été dite pour dire il a dit ça, le vrai sens du mot opium, c'est-à-dire opium, quelque chose qui soigne les douleurs. Pas au sens, et c'était pas le hashish du peuple qu'il a dit, hein, c'était l'opium, c'est-à-dire quelque chose qui calme les douleurs. Et donc il avait du respect pour ça, mine de rien. Malgré qu'il avait monté tout un système matérialiste. Donc on fait dire des fois à Nietzsche ou à Marx des choses qui arrangent le système scientiste, mais qui ne sont pas vraiment ce qu'ils ont pensé ni dit. Ils l'ont dit, mais ils ne l'ont pas pensé comme ça. Si on analyse autour, on voit bien, par exemple, que Nietzsche était profondément mystique. Que Marx était profondément fraternel. C'était pour ça qu'il faisait, et non pas dictature, machin, il était profondément fraternel. Après, il a pu se gourer, la dictature prolétarienne, c'est une grosse connerie. Au niveau de la pratique, ça ne marche pas. Mais par contre, d'où ça venait, ces idées, ça venait d'une fraternité très profonde avec la souffrance Donc c'est pour ça que je le dis, c'est l'un des prophètes. C'est l'un des prophètes du christianisme, le dernier presque, ou l'avant-dernier. Il y a eu Père Antoine après qui reprend Marx et qui réintroduit ça dans le christianisme et qui a été excommunié. Mais c'est Marx et Père Antoine, c'est des gros barbus pareil, hein, qui sont des espèces de prophètes de comment il faut adapter le christianisme maintenant. Alors maintenant, heureusement, on a eu l'abbé Pierre, on a eu Mère Teresa, on a eu des trucs comme ça qui relancent quelque chose. Mais ces gens-là, il ne faut pas les mettre de côté. L'idée chrétienne, c'est pas quelque chose qui est à l'intérieur de l'Église catholique, c'est une idée force qui germe et qui prend plein de formes différentes à partir du message de Jésus, après à partir du message de l'Église, après à partir du message de gens qui sont contre l'Église, y compris les francs-maçons, liberté, égalité, fraternité. Ça va et ça vient aussi de l'intérieur même du christianisme. Mais bon, on oublie d'où ça vient, puis après on se met à faire du satanisme, des trucs comme ça, parce que tout d'un coup on est vexé contre l'institution. Mais tout ça, si on regarde globalement de loin, c'est la même entité qui se développe, qui grimpe et qui meurt. Et qui, en mourant, redonne une nouvelle graine. Et on est dans le moment de la graine, en ce moment. Donc, je reprends pour terminer. Donc, Cérès étant là, il nous rapproche de Saturne. Donc, quand on analyse dans un enracinement intérieur, on va voir qui on est vraiment, pour pouvoir partir de là où je suis, eh bien, on va découvrir des merdes.
Cérès, c'est le grand, c'est le Karcher, parce que c'est là qu'il va falloir nettoyer. Et c'est pour ça qu'il est très près de Saturne, il va donner des culpabilités. C'est-à-dire que si avec Saturne, vous avez été éduqué par des parents Saturne qui vous ont rendu coupable de quelque chose, avec Cérès, quand l'intelligence analytique apparaît, la première chose sur laquelle vous tombez, c'est sur des culpabilités. C'est pas parce que c'est lui qui vous les donne, c'est parce que votre structure de base n'est pas construite solidement sur les vraies lois. Elle est construite sur les lois parentales. Et ça, c'est tout le monde. Pourquoi on dit Dieu, on l'appelle toujours père ou mère? Parce que personne ne peut passer autrement au début. Mais c'est pas père et mère, il est bien au-delà de ça. Lisez les 10 visages de Dieu, je crois, comment il s'appelle? Alors lui, c'est un très bon bouquin à lire, c'est l'hindou californien, là, comment il s'appelle? Qui était dans la MT autrefois. Ah, bon sang, ouais, j'ai perdu son nom. Deepak Chopra? Ouais, Deepak Chopra. C'est le meilleur bouquin de Deepak Chopra, je crois que c'est les 10 visages de Dieu, ou les 10 faces de Dieu, je sais pas, enfin les 10 visages de Dieu, je crois que c'est... Enfin, on va chercher, il y en a 10 en tout cas. Hein. Ou 7, pardon, oh là là, 7, les 7, pardon, c'est 7. Les 7 visages de Dieu. Ou les 7, enfin, le chiffre 7 c'est sûr, voilà. Visage, je suis pas sûr, voilà. Et ça, il a très très bien compris Deepak Chopra. Ça. En fait, on appelle Dieu papa ou maman parce qu'on n'a pas d'autre image à disponibilité dans notre psyché pour exprimer une loi supérieure. Parce que la loi supérieure qu'on a eue en chronologiquement, c'est celle des parents. C'est tout. Mais c'est aussi bête que ça. Or, la loi supérieure n'a rien à voir avec nos parents. Elle ne nous est pas imposée. C'est à nous de la voir. Si on ne la voit pas, quand vous vous cognez dans le battant de la porte, vous ne dites pas « la porte me punit ». Vous êtes puni de quelque chose, effectivement, mais vous êtes puni de votre inattention. Parce que vous auriez pu faire l'argent de quoi passer. Si vous êtes pris dans le bâton de la porte, c'est parce que vous n'avez pas fait attention. Donc, on peut utiliser le mot puni si on veut, mais c'est vachement dangereux. Parce que ça veut dire que c'est le bâton de la porte qui me punit. Qui aurait une volonté de me dire « Ah, mais attends, tu te rends pas compte? Tu ne passes pas par la porte, donc je vais te corriger. » Le bâton de la porte s'en fout. Il n'est pas en train de vous corriger. On va projeter ça. Alors, cet exemple-là, on fait ça à chaque fois dans sa vie. Je reçois ça, c'est que c'est pas bien. Il y a du négatif qui vient vers moi, c'est que j'ai semé du négatif. Dans le New Age, on recommence cette même salade. On recommence à dire ça. Ah oui, tu as le négatif, bah, tu devrais voir en toi si ça ne vient pas toi le négatif. Bien sûr, il faut chercher. Cérès nous recommande de chercher. C'est comme ça qu'on va évoluer en cherchant. Mais c'est pas du tout obligatoire. Ça peut être un karma. Dans ce cas-là, oui, le négatif il est vachement loin. Et si vous ne vous rappelez pas de votre vie antérieure, vous faites comment? Bah, vous n'avez rien à chercher à cet endroit-là. Donc il va falloir admettre. Donc c'est très différent de ce qu'on croit. De dire, vous pouvez très bien semer du positif et recevoir du négatif. Ça arrive par moment, à cause du temps de Saturne, qui est très lent, par rapport à la rapidité de Cérès. Alors par Cérès, vraiment ça va plus vite. Saturne met 29 ans avant de faire le tour, donc quand s'il y a quelque chose qui est planté, qui est négatif, il va falloir attendre 7 ans avant de se rendre compte. Un carré. La position d'un arc quel qu'il soit, il va être en carré avec lui-même 7 ans plus tard. Et là, on verra si ça tient ou ça ne tient pas ce qu'on a planté. Si on a commencé une entreprise, un couple, et que les fondements ne correspondent pas aux lois divines, c'est-à-dire aux lois qui sont en nous, hein, les lois de notre structure, et bien, même à 3 ans et demi, on a un demi-carré, ça commence déjà à donner un petit indice. Mais 3 ans et demi, c'est encore trop tôt. Au bout de 4 ans et demi, c'est Cérès, on a un indice analytique. Et au bout de 7 ans, on sait. Ça peut être complètement terminé. C'est un cycle, 4 ans et demi, Cérès. 4 ans et demi, 4,6 ans, exactement. Je regarde, hein, je vérifie parce qu'il ne faut pas que je vous dise de bêtises. Là, je l'ai marqué ailleurs, ça. J'ai pas tout marqué au même endroit. Mais je crois que c'est 4,6. Je ne le vois pas là. Si, pourtant j'ai dû le marquer. Distance. Ah là là, j'ai pas marqué l'ordre ici. C'est tous les renseignements que je n'ai pas par ailleurs. Mais c'est 4,6, c'est ça. Exactement. 4,609 apparemment. 4,6 c'est bon. Donc il y a un autre truc qui est intéressant aussi si vous voulez calculer des fois, c'est que tous les 46 ans, il revient exactement à la même place. Donc tous les 4,6 ans, il revient à la même place aussi, mais c'est difficile à calculer. Un nombre, et comme il y a les rétrogradations d'une planète par rapport au Soleil, 4,6 c'est pas rond, donc ça va se déplacer, il ne sera jamais au même endroit. Par contre, 46 ans, c'est un nombre rond, et donc le Soleil est exactement au même endroit. Donc si vous avez une position qui n'est pas donnée par les éphémérides, vous cherchez 46 ans en arrière, 46 ans en arrière. Si vous ne répétez pas l'opération trop de fois, le décalage est très petit, puisque c'est 4,604, c'est pas. Mais vous pouvez remonter sur 3, 4 siècles, même si votre ordinateur ne vous le donne pas. Donc une fois que vous en avez une,
à la même, vous avez les mêmes éphémérides qui se répètent tous les 46 ans. Voilà. Donc ça c'est un truc pour pallier le manque d'éphémérides quelquefois. Même au Réas, j'ai dû un peu les travailler pour les obliger à faire, parce que c'est pas compliqué dans l'informatique, mais ils veulent pas le faire, ils prétendent que le problème c'est que du coup les positions deviennent n'importe quoi. Ça crée plus d'erreurs. Ils pourraient les donner et dire il y a une erreur de, mettons, un demi-degré. Alors ça ne correspondrait pas à leur charte de départ qui disent on a toujours nos positions au dixième de degré près, là ils ne pourraient pas le dire. Mais ils pourraient dire sauf pour les astéroïdes, tout le monde serait content. Du coup les gens mettent des astéroïdes n'importe où, se trompent de 3-4 degrés, alors qu'ils pourraient aller avec un demi-degré d'erreur sur 4-5 siècles très facilement. Et ça empêche de calculer le thème de La Fontaine, de, je sais pas, de Voltaire, des tas de gens comme ça. C'est quand même très intéressant de voir ou Voltaire, ou Rousseau, ou Cérès, parce qu'ils ont vraiment bossé au niveau philosophique très très bien. Cérès va vraiment bien bosser au niveau philosophique. Pourquoi? Parce que philosophique, c'est l'amour de la sagesse. Neptune, c'est la sagesse en profondeur. Cérès permet d'accéder à la sagesse. Qu'est-ce que c'est qui permet d'accéder à la sagesse? C'est la philosophie. Si vous ne faites pas un peu de philosophie, comment vous allez comprendre une loi divine? Il n'y a aucune idée, donc faut... Alors après, la philosophie ne mène pas directement, vous voyez, dedans. Elle est plus analytique, elle va donner des structures de pensée, déjà. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Qu'est-ce que c'est que la beauté? Qu'est-ce que c'est que l'art? Qu'est-ce que c'est? On réfléchit, mais on élabore pendant qu'on réfléchit. Et donc après, quand on va rencontrer la spiritualité, les élaborations structurelles qu'on aura fait dans le mental permettront de plonger dans la spiritualité sans prendre des vessies pour des lanternes. Ce qui est toujours le danger. Alors que si on n'a pas eu une analyse assez puissante, quand le flux spirituel va arriver, il va effacer les limites comme la mer qui monte qui efface les petits châteaux de sable. On a beau les avoir bien construits, ça va. Alors que si vous avez des digues cérésiennes assez fortes, ça tape contre la digue, ça ne bouge pas les digues, parce qu'elles vont construire en fait, elles vont construire le rapport aux lois. Les lois, on va les découvrir, mais une loi en cache une autre, et en cache encore une autre. La loi fais bien et bien tu auras, par exemple, c'est une loi qui est donnée morale. Et des fois, on fait bien, on a du mal. On a quelque chose qui vient, Alors, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que cette loi morale est fausse? Non. Ça veut dire qu'il y a d'autres lois qui ont agi. Donc, il faut aller plus loin. Il ne faut pas annuler la loi précédente totalement. Vous voyez le truc? Donc, on peut avoir, quelquefois, d'ailleurs, en avançant très bien, on peut avoir un sacré coup dans le nez qui nous vient. Alors, comment on va faire pour voir, est-ce que c'est une loi parce que j'ai mal agi? Ou est-ce que c'est une loi parce que j'ai trop bien agi, par exemple? On va dire ça comme ça. Et donc, je ne suis pas adapté à notre monde qui veut qu'on soit un peu plus au milieu. Comment on va le savoir? Saturne ne va pas forcément le dire. Saturne, il est là, tu passes à la caisse, voilà, tu te dois tant, la dette. Sur le corps, sur l'argent, sur vos idées que vous aviez sur la vie, sur votre amour, quelquefois, que vous aviez. Voilà. Quand il tombe, Saturne, il dit, le coup près tombe. Il dit, c'est fini, tu ne peux rien faire. Tu veux essayer de rabibocher si c'est un amour, on va essayer de recoller les morceaux, puis... Hein, c'est comme si on n'a pas de colle et qu'on essaie de recoller un bout de ficelle qui est cassé, bah, on peut faire un nœud, mais le nœud après ça ne va pas forcément tenir. C'est pas facile. On sent quand c'est fini, ça c'est Saturne. Mais avant, il y a Cérès. L'analyse permet de repérer déjà les problématiques. Et quand on repère les problématiques, on peut changer. Donc c'est une planète très importante. Alors reprenez, mythologie, je vous raconte l'histoire de Cérès, j'ai promis que je vous la raconterai hier, je vous raconter l'histoire de Proserpine hier. Histoire de Cérès. Donc, je reprends l'épisode au moment où sa fille est enlevée. Donc Proserpine est enlevée, et là, c'est la douleur. Quand elle est en douleur, alors pourquoi je dis la mythologie? Parce que dans la mythologie, on va pouvoir picorer, butiner dedans, et non pas la prendre telle qu'elle. Parce que c'est dangereux de la prendre telle qu'elle, parce qu'on peut dire que les mythologues ont eu complètement raison, parce que souvent, c'est les astrologues, ils savaient ou ils percevaient ces planètes médiumniquement, sans avoir de télescope, et ils disaient, tiens, il y a une fonction qui agit à cet endroit-là, ils ne savaient pas où elle était dans le ciel, il n'y avait pas besoin. Elles agissent à cet endroit-là, et donc elle a cette fonction-là. Et comme si on la laisse, si on explique ça sous forme de cours, comme je suis en train de faire, jamais personne ne va s'en rappeler. Là, c'est pour ça qu'on prend des notes, tout ça, parce qu'il faut s'en rappeler. Mais en fait, si je perds le cahier, je ne m'en rappellerai plus, par exemple. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'on va s'en rappeler? C'est que ça va être fixé en nous. D'où ces astrologues qui ont été assez malins, qui étaient les chamans ont fait pareil du côté amérindien. On va raconter une belle histoire à dormir debout, et plus elle est rigolote, et plus elle contient de sexe et de mort et de suspense, hein, c'est un peu le succès d'Hollywood, c'est les mêmes recettes exactement, plus les gens vont s'en rappeler, plus il y a une majorité des gens qui vont se rappeler, et ça fera une cathédrale de poche, ou une cathédrale verbale. Il n'y a pas besoin de faire une grande construction avec très difficile.
Cathédrale verbale, cathédrale de poche, le tarot, j'appelle ça, Jodorowsky appelle ça une cathédrale de poche. Moi, la mythologie s'appelle une cathédrale verbale, on va raconter une histoire, et les gens vont ça, les contes de fées, c'est pareil. Ils vont se retransmettre les contes. Je vais un peu enlever ça, comme j'ai une conjonctivite, je suis désolé pour le soleil. Donc sort de ce chant en hurlant, elle va immédiatement chez les dieux en disant c'est un scandale, je connais le coupable, c'est Hadès qui a fait le crime. Mais Hadès, c'est le frangin de Jupiter, il a deux frères, Neptune et Hadès donc, et les deux ils sont un peu ombrageux les uns avec les autres, ils ont chacun un royaume, ils n'ont pas envie de se bagarrer, quoi. Donc ils sont très ombrageux, donc il ne peut pas tellement demander à son frère a choisi d'avoir cette nana pour lui, il ne peut pas lui dire t'as pas le droit. Donc il va y avoir, pendant tout un temps, Cérès ne va pas être écouté par Zeus qui dit écoute, c'est plus mon affaire, il est trop puissant, je peux rien, sinon ça va faire une guerre, quoi, dans les cieux. Donc il renonce. Donc, ça veut dire que le début de l'histoire de Cérès, ça commence par un malheur, quoi. Ça rappelle quelque chose chez nous, hein, c'est rigolo. Quand on commence à réfléchir, c'est toujours inventer des emmerdes. Quand il n'y a pas d'emmerde, on ne réfléchit pas. Il n'y a pas besoin d'être tranquille, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, ça commence par un malheur sans solution. Elle s'adresse aux dieux, les dieux ne veulent pas répondre. Donc c'est un peu dégueulasse, quoi. C'est pas sympa, quoi. Mais c'est comme ça que ça commence. Donc, si les dieux ne veulent pas répondre, il va falloir que je me libère tout seul. Et elle commence tout un périple sur la terre. Alors, en même temps, elle se fâche toute rouge, c'est-à-dire qu'en réalité, elle va dire, puisque c'est comme ça, et que moi j'ai la faculté d'amener la prospérité sur la terre, c'est elle qui fait tout verdir, on dit, Cérès, céréales, hein. Déméter, c'est même une marque en bio maintenant, Déméter. Cérès, Déméter, c'est la même chose, hein. Un c'est en grec, et Déméter c'est en latin, donc c'est la même chose. Dies mater, la déesse, Dev mater, pardon, Déméter, Dev mater, Dev, Deva, ils ont tous la racine D, qui donne dies aussi le jour. Hein. Le jour, c'est Dieu, c'est ce qui est lumineux. Quoi. Donc, elle fait son périple, et donc elle va au passage, donc elle va raser la terre de toute vie, dans le sens qu'il va plus pleuvoir, il va y avoir des intempéries horribles, il va y avoir... Donc dès qu'on perd l'intelligence, on pourrait dire écologique, c'est-à-dire celle qui nous relie à la gestion de soi-même et du monde, les catastrophes apparaissent. Donc, d'où l'idée, regardez ce qui se passe autour de nous actuellement, là on a peut-être une dizaine d'années simplement pour sauver la planète, et tout le monde s'en fout, sauf des gens de base qui s'en foutent pas, mais si on leur interroge comment ils vivent, on s'aperçoit qu'ils s'en foutent aussi, puisque ah oui, mais j'aime quand même bien ce que j'ai dans mon assiette, je vais quand même pas renoncer à ça, c'est la faute des financiers, etc. Les financiers, ah bah c'est de la faute des gens, ils consomment ça, moi il faut bien que j'en vende, si c'est pas moi qui le fais, il y avait quelqu'un d'autre qui va le vendre, ça marche vachement bien, donc je le vends. C'est la faute à qui? C'est la faute à personne, chercher une erreur. Manque d'analyse des phénomènes, des structures. Rappelez-vous, quand vous êtes dans Cérès, regardez ce qu'a inventé Napoléon, le code civil, ça marche pour tout le monde, c'est une structure. Il n'y a pas besoin d'un juge qui dit, le juge va s'en saisir, mais on lui reconnaît son droit de dire, toi tu vas aller en prison, que parce que c'est marqué dans le code civil ou dans le code de justice. Donc, la structure doit être sans personnalité. C'est ce que découvre Cérès. Donc, pareil, au niveau des lois, et des lois intérieures psychologiques, les structures sont sans personnalité. Et le mandala, c'est une structure cérésienne, c'est sans personnalité. Vous pouvez circuler dedans, c'est pas moi qui vous dis que ça c'est bien et ça c'est mal, ou ça. Je donne le mandala, c'est un outil. Il faut bien comprendre que les systèmes, l'organisation des systèmes sont... pourquoi les nervures d'une feuille organisent la répartition de la chlorophylle comme ça, c'est parfait comme organisation. Vous regardez au microscope, c'est parfait. La distance entre chaque nervure est calculée en fonction de la gestion parfaite de l'absorption de la chlorophylle par la... C'est complètement incroyable. Mais il y a une structure qui est préélaborée dans la graine, dès le départ. Et c'est ces structures-là qu'il faut découvrir. Si vous découvrez les structures qui sont élaborées dans la graine de tout humain, vous savez qui il est, et vous savez qu'est-ce qui va lui arriver dans sa vie. C'est tout. Donc la graine, thème astral, c'est la structure de base. Comment vous la vivez, c'est votre liberté. Vous pouvez alterner, vous éloigner, revenir, mais cette structure va continuer à fonctionner de manière impersonnelle. Or, nous sommes une personnalité, c'est ça le paradoxe. Nous sommes une personnalité qui vit dans une structure impersonnelle. C'est pour ça que le moi est illusoire, c'est pour ça que le Bouddha avait raison. Alors, on dirait que c'est une théorie, son truc, un dogme.
comme le dogme chrétien, il est né, il est ressuscité, puis sa mère est sans péché, tralala, le Bouddha, la matière n'existe pas, il n'y a pas de moi. Voilà. Dogme, dogme, dogme. Si vous étudiez l'ésotérisme, vous découvrez, non. Après la résurrection, ça peut être symbolique, je pense que c'est pas forcément des choses de vrai, mais ça peut être possible, il y a des yogis qui l'ont fait, donc c'est pas impossible. Mais par contre, sur le plan de ce que disait Bouddha, le moi est une illusion, là, il a tout bon, parce que c'est la structure d'un thème le prouve en lui-même. Je ne sais pas si vous suivez, c'est pas facile à voir. C'est pour ça que j'ai voulu, dès le deuxième cours, montrer cette roue du Bouddha, pour montrer qu'elle est complètement impersonnelle. Elle s'en fout complètement de ce qui vous arrive, c'est la matrice, quoi. Elle est là. Elle est tout le temps la référence obligatoire. Mais à nous d'en faire soit un support de libération, soit une prison. Si on ne voit pas qu'elle est obligatoire, qu'elle est inscrite en nous, elle est automatiquement une prison invisible, mais d'autant plus habile qu'elle est invisible. Quand je dis je suis libre et je ne crois pas aux astres, vous pouvez suivre la vie de la personne de A à Z, elle est complètement prisonnière de tous ces transits. Elle n'a aucun libre arbitre par rapport, c'est sidérant. Si vous vous dites, non pas je crois aux astres, parce qu'il n'y a rien à croire, c'est pas une religion, c'est une structure préexistante. Donc, vous commencez à dire, j'ai pas envie, moi, dans ma vie, d'être complètement de perdre ma liberté. À ce moment-là, vous voyez tomber, par exemple, les passages de Saturne. Mais c'est incroyable, on ne peut rien faire. Mais si, on peut faire quelque chose. Mais verticalement, pas horizontalement. L'événement va venir quand même. Mais qu'est-ce que vous faites verticalement par rapport à l'événement? C'est ça le symbole de la croix du Christ, c'est rien. Qu'est-ce que je fais? L'événement vient vers moi. Je comprends en profondeur, verticalité. Je descends à l'intérieur de moi et je vais ressortir en sachant quoi faire vers l'extérieur. Mais ce n'est pas forcément une réponse immédiate. Dans la réactivité immédiate, il n'y a pas d'intelligence, c'est l'horizontalité. Et là, le destin est obligatoire. Tel tempérament va donner tel destin. Si tu veux changer, alors, c'est la fameuse phrase, si tu veux changer, alors, comment c'est alors, une pensée, voilà, une pensée engendre un caractère, c'est ça? Je saute une case là, j'ai l'impression. Oui, une pensée va engendrer une tendance va engendrer un caractère, et un caractère va engendrer une destinée. Si tu veux changer ta destinée, change ton caractère. Oui, mais si tu veux changer ton caractère, change tes tendances. Et si tu veux changer tes tendances, change tes pensées. Et si tu veux changer tes pensées, c'est pas la peine d'aller chercher une pensée pour dire qui dit je veux changer mes pensées, c'est aussi une pensée. Médite. Parce que qui est-ce qui voit les pensées? C'est pas une pensée ne peut pas avoir une pensée. Elles sont à même marigot. Donc, c'est pour ça que le secret qui est inscrit dans cette matrice c'est ça. Tel caractère donnera telle destinée. C'est pour ça que l'astrologue peut dire l'avenir. Il ne lit pas en médiumnité. Il a la structure de base. Il la lit. 95% des cas, même plus que ça, on pourrait aller à 99 sans trop de danger, mais enfin bon, on va être gentil. Dans 95% des cas, on va dire, une structure va donner le même caractère, la même structure va donner le même caractère. Ce qui n'est pas obligatoire, je le répète, parce qu'on a cette liberté verticale, mais qu'on a oubliée, c'est celle de l'âme. Donc cette structure énergétique, pour trouver sa liberté intérieure, il faut la reconnaître, il faut reconnaître ces forces invisibles qui agissent sur nous, et voir comment on peut les gérer, dealer avec, pour trouver un chemin de liberté. Mais si vous dites qu'elles n'existent pas, alors là, c'est comme le moustique la nuit, quoi. Non, le moustique n'existe pas, le matin, tu as compris qu'il a existé, bah oui, t'es piqué, ouais. Tu choisis pour ne pas être emmerdé de dire qu'il n'existe pas, parce que sinon, si tu es inquiet, là, il faut que les moustiques ne viennent pas, tu ne dors pas, donc c'est pas de solution. Mais n'empêche qu'il existe. Ou tu le tues, tu fais quelque chose, mais ou tu prends une moustiquaire, ou tu le mets sous les draps, mais bon, il existe. C'est pas le bruit du réveil du voisin, c'est bien le moustique. Donc on a la même chose, on va passer du mystique à la mystique, mais on a bien une corrélation avec les astres, les forces, l'univers, ce qu'on appelle le macrocosme, c'est-à-dire l'ensemble de l'univers, est en relation immédiate avec le microcosme. Alors, sur la suite, ce que fait Cérès, dans son histoire, à un moment donné, elle va s'engager comme servante. Donc l'intelligence suprême va s'engager comme servante. Intéressant. Ça nous indique une autre fonction de Cérès. Peut-être tu ne vois plus, on va peut-être refaire ça. Une autre fonction de Cérès, elle est dans la terre, elle est dans l'humilité. Vous voyez la qualité qu'elle va devoir rechercher, c'est l'humilité. C'est une déesse et elle va être prise pour la servante de gens riches. Alors c'est une déesse. Donc elle va cacher sa divinité
pour pouvoir être plus près de la nature des êtres. Il y a le mot nature en dessous, c'est pas forcément la nature, pas forcément les arbres, c'est la nature aussi de l'humanité. La nature de l'humanité, c'est que ça pousse comme ça veut dans tous les sens, quoi. Le tempérament, c'est de la nature. Que le feu se mette en colère, c'est de la nature. Après, que vous arriviez à surmonter de la colère, si vous êtes feu, ça c'est de la spiritualité. Mais la nature, c'est que si vous êtes feu, vous vous mettez en colère. C'est comme ça. Vous croyez avoir raison, donc bah, vous allez essayer de persuader l'autre. Si vous êtes eau, la nature, c'est d'être sensible. Vous pouvez essayer de vous empêcher d'être sensible, ça ne marche pas. Vous êtes quand même sensible. Voilà. Alors vous pouvez appeler ça intuition et devenir New Age, mais n'empêche que l'intuition, c'est pas la sensibilité, c'est pas la même chose. Ça va drôlement aider, mais c'est pas la même chose. Voilà. Donc on se rapproche de la nature par l'humilité. C'est-à-dire que la vraie fonction, la vraie fonction de Cérès, c'est d'être prêt. On voit qu'elle fait pousser les choses. Elle sait qu'une graine va donner telle plante, donc elle trie les graines. Alors, regardez un jardinier, il trie les graines. Parce que si c'est pas ce qu'il plante, il ne sait pas ce qu'il va obtenir. Donc il doit trier les graines. Trier les graines, ça veut dire qu'il faut une connaissance. Si je ne sais pas reconnaître une graine de tomate, une graine de, je sais pas, de concombre, ou que je ne les ai pas mis dans des sachets avec marqué dessus concombre salsifié, tout ça, et pommes de terre, enfin les graines de pommes de terre, c'est plus rare. Mais bon, donc, elles se reconnaissent bien, ça. Voilà. Donc, si en dehors de ça, vous devez avoir un étiquetage, quoi. Donc l'étiquetage, c'est Cérès aussi, l'étiquetage, donc les bibliothécaires, faculté des sciences, donc voilà, tout ça, on est dans Cérès. On est dans le fait d'analyser, d'étiqueter, faire des livres, toute la nomenclature, Wikipédia, tout ça c'est Cérès. C'est être capable de ranger les choses de manière à savoir à quoi on s'adresse. Et une fois que la graine est plantée, il faut savoir comment faire pour la faire pousser. Donc on a l'éducation, ou le jardinage. Si c'est des plantes, c'est le jardinage. Si c'est des petites graines humaines, il y a l'éducation. Donc l'institutrice, l'instituteur, le processus, la gardienne de crèche aussi, hein, ça commence tout de suite. Hein, le vilain, il a fait du pipi, le popo, c'est là. Là bon, ça peut commencer très très tôt. Donc la propreté, par exemple. La propreté, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un truc qui est relié à des contextes très civilisationnels. Et d'ailleurs, les critères ne sont pas les mêmes suivant les civilisations. Moi, je suis les tibétains qui ils font leur conférence, ils se mouchent par terre, ça, ils jettent un gros plat plus haut. Alors, si on est chez quelqu'un, que c'est sur le plancher quelqu'un, la personne va dire, oh, dis donc, je suis là. C'est la dernière fois que j'ai fait venir la boîte des tibétains, il ne sait pas se tenir. Mais pour eux, c'est comme ça, quoi. C'est pas un problème, parce que le sol, on marche dessus, c'est rien, quoi. Donc, on fait ça en Occident. Le rond, par exemple, vous allez moi j'ai vécu un peu chez les Berbères, quoi. À la fin du repas, on a bien mangé le couscous, tout le monde on fait un gros rond bien gras pour dire oh là là, et puis la maîtresse de maison, elle sourit avec un air complètement satisfait. Plus il y a des ronds, plus elle rougit de plaisir, parce que pour elle, ça veut dire oh là là, on n'en peut plus, qu'est-ce que c'était bon, qu'est-ce qu'on a bien mangé. On en a repris tellement que ça rote, quoi. C'est-à-dire, ça veut dire, ben, j'ai drôlement bien fait la cuisine. Alors que bon, si vous faites ça, la maîtresse de maison en France, elle va se dire, bah, dis donc, je l'inviterai plus, c'est pas se tenir à table. Voilà, les fourchettes, voilà. Cérès donc va créer des civilisations particulières qui vont avoir des modes d'approche particuliers. On va avoir des techniques de la fourchette, par exemple, c'est venu à cause de la viande, par exemple. Pour manger la viande, il fallait des fourchettes, parce qu'ils en avaient marre de voir les types qui étaient barbus, parce qu'ils ne se coupaient pas la barbe déjà, et qui bouffaient des espèces de bouts de gigot dégoulinants, et puis qui après ils disaient ah toi petite viens sur les et puis qui embrassaient la petite jeune fille avec les trucs dégoulinants de sang et tout ça. Après, alors les rois ils se sont dit quand même c'est un peu dégueu. Alors ils ont inventé et la fourchette et le rasoir, voilà, et du coup il y a plein de trucs de civilisation comme ça qui dépendent de civilisation, mais pour d'autres civilisations, si tu coupes la barbe, tu coupes ta virilité. Voilà. Alors, quand deux civilisations se rencontrent, on se dit « Oh, c'est des barbares, t'as vu la barbe qu'ils ont ?» Des barbus, comme on dit maintenant, pas des islamistes à chaque fois, des musulmans, c'est quand même pas pareil. Ils nous bourrent tellement le crâne avec leur télé qu'on finit par confondre, c'est grave. Hein. Non, donc c'est pas des islamistes, c'est des musulmans. Non, les musulmans, comme certains hindous, ils ont la barbe bien fournie, parce que, par exemple, chez les sikhs, il y a un vœu de ne pas se couper les cheveux. Ça fait partie du respect de Dieu. Tu vas couper les cheveux, tu vas les planquer dans un grand turban, là. Maintenant, les Sikhs sont obligés de se mettre dans des écoles particulières à cause de la loi qui interdit les signes religieux et tout ça. Voilà. C'est complètement idiot. C'est quand même à la base de leur truc, ça ne veut pas dire qu'ils revendiquent, ils sont comme ça. Donc,
c'est compliqué, quoi. Hein, on va dire, mais bon, vous voyez, CRS, ça va amener des séparations. Ça peut amener, ah bah eux, ils font pas comme nous. Et il y a des pays qui sont très marqués par CRS. Par exemple, la France, les pays vierges, la France, ou le Japon. Hein, regardez, le Japon, on en rigole souvent. Ah, il s'est suicidé parce qu'il a perdu son emploi. Ou parce que, quand il a rendu son dossier, il y avait une tache dedans. Et son patron lui a dit, ah là, ça c'est très mauvais, je ne veux pas que vous me redonnez. Il a été humilié, il se fait son pur raclé maintenant, il absorbe un truc, ça fait moins mal. Et bon, il se tire une balle dans la tête. On se dit, mais c'est n'importe quoi, quoi. Vous avez vu le film Stupeur et Tremblement? Il faut le voir absolument. C'est d'après, avec, comment elle est, j'adore cette actrice qui est lyonnaise, la Sylvie, qui est écrivaine aussi. Testu. Testu, ouais, Sylvie Testu qui joue très très bien dedans, film magnifique, et qui est d'après le roman d'Amélie Nothomb, qui a vécu pas mal de temps au Japon. C'est comme la France, c'est un pays vierge, très analytique, très... Et alors ils ont des manières de faire, c'est pas les mêmes que nous, mais c'est la même importance de l'étiquette, quoi, de ce qui est sur l'étiquette. Nous, c'est les microbes, par exemple, en France, on a eu Pasteur, grâce à Pasteur, Saint Pasteur, on pourrait dire, qui a tout pasteurisé, donc tout purifié la nourriture, grâce à sa sainte onction. Et donc, le lait, s'il n'est pas pasteurisé, ah, il y a des microbes dedans, ah, tu as touché le goulot avec ta bouche, donc tes microbes, comme une bande de barbares, sont précipités dans le lait, et occupent entièrement le lait, ce qui fait que le suivant va attraper le sida automatiquement. Donc c'est très dangereux. Donc voilà, ça c'est le truc, vous allez voyager partout ailleurs, tiens, allez, oh ben non, il fait soif, allez hop, on fait tourner la gourde entre 10 là. Alors bah là, bon, le français, il va mettre son CRS un petit peu de côté, il va dire, bon bah, oui, il fait soif. Ça y est, le sida est en train de commencer. Je ne pouvais pas, j'étais condamné. Sinon, j'aurais pas bu. Et après, c'est la surprise. Le lendemain matin, il se réveille. Mais j'ai même pas de sida. C'est la découverte. Donc, c'est relatif. C'est un enracinement de certaines techniques de civilisationnelles qui se fait en nous, dans la terre, dans le comportement, carrément. Là, on est dans l'analyse du comportement. Hein. Quand on éduque quelqu'un, on lui donne un comportement. Quand on va à l'école, on apprend à lire, à compter, à écrire, d'accord, mais on apprend à se tenir sur une chaise pendant des heures. Donc la nature de l'enfant, c'est de courir. Et il y a des civilisations qui ne le font pas, qui sont assez intelligentes pour laisser courir l'enfant. Et quand tu veux apprendre, tu viens t'asseoir. Mais quand tu as envie de courir, ben cours. Et on verra après. Alors elles vont être moins douées au niveau des fois intellectuels. Parce qu'elles perdent un moment où l'enfant est extrêmement, comme il n'a pas d'évolué. Notre civilisation étant très très performante, très young, elle s'est dit, attends, on va perdre du temps en le laissant courir, parce qu'il va vouloir courir comme ça pendant encore 10 ans au moins. On va le choper avant. Alors on le laisse courir de temps en temps, récréation, ils sortent en hurlant, fin de la récréation, on les rassemble et là on les tient. On a tous subi ça. Enfin, c'est une éducation. Hein. Vous êtes là pour apprendre à lire, à écrire, mais qui dit que ça va plus vite? Quand il y a un enfant agité qui a monsieur, tiens-toi droit, arrête, au coin, tout ça, il subit quelque chose de qui est horrible, l'enfant. Parce qu'il essaie de manifester sa joie de vivre et on lui dit, tu déranges tous les autres. Mais je ne dérange pas, j'ai juste envie de rire et de crier, de jouer comme un enfant. Et donc il va falloir intégrer les forces. Et là on a Saturne à côté, le maître d'école, là c'est pas le maître spirituel. Parce que le maître spirituel, il va essayer de vous faire retrouver votre vraie nature. Il va essayer de vous faire tomber les œillères que vous avez, qui ont été installées par l'éducation et la civilisation, pour vous faire retrouver votre vraie nature. Si vous retrouvez votre vraie nature, vous retrouvez votre vraie intelligence. Mais voilà, on marche à rebrousse pas. Alors, après, donc, en tant que servante, elle éduque un enfant, et elle choisit de l'éduquer en lui filant l'initiation. Mais c'est dangereux parce que ses parents ne doivent pas savoir. Parce que si elle dit « je file l'initiation d'enfant », on va savoir qu'elle n'est pas une servante. Donc comme elle se cache des dieux pour se venger d'eux, parce que les dieux veulent lui régler son compte, parce qu'elle n'a pas le droit de foutre la terre comme ça, à sec. Elle a un rôle à tenir, donc elle a un boulot. Et elle est au chômage, et elle est en grève en fait. Donc l'invention de la grève, c'est CRS aussi. Non, toute l'histoire du prolétaire et des travailleurs, je ne rigole pas. Il faut savoir lire la mythologie par en dessous, il y a un truc, elle fait la grève. Elle fait la grève de la faim parce que les gens n'ont plus rien à bouffer, plus rien ne pousse sur la terre parce qu'elle n'est plus là. Les céréales ne poussent plus. Donc elle se planque, et si elle donne l'initiation à un gamin de manière ouverte, eh ben, on va savoir qu'elle a ses savoirs cachés. Donc elle est liée à l'ésotérisme. Au besoin de cacher la transmission. Alors après l'ésotérisme, c'est après l'éducation évidemment. On a l'agriculture d'abord,
L'éducation ensuite, on est à des niveaux différents, et encore plus haut l'ésotérisme. C'est très différent. On voit très bien que ce n'est pas la même chose qu'enseigner à chaque niveau. Mais c'est la même chose. Dans l'ésotérisme, on apprend comment les lois divines les rendent fertiles en soi. Donc, et c'est l'espace juste avant, et c'est pour ça que les mystères d'Éleusis contenaient Cérès partout. Déméter, Cérès étaient partout. Les mystères d'Éleusis, il y avait les petits mystères et les grands mystères. Les grands mystères, c'est la foi. Là, on dit heureux celui qui a la foi, parce qu'il connaît Dieu, etc. Oui, mais avant d'avoir la foi, tu es là en train de voir le monde, tu dis, ouais, ben, je veux bien que Dieu existe, mais ça ne se voit pas beaucoup. Hein. Il y a un problème. Ou alors il s'est gouré partout, c'est moi qui ne comprends rien. On ne sait pas. On se dit, allez, il faut que tu aies la foi, avance. D'accord, je vais essayer, j'avance et marteau, enfin râteau dans la gueule. On dit, bah oui, bah apparemment, la foi, c'est pas ça qui sauve, ou alors je sais pas m'y prendre. Donc on est... Il y avait les petits mystères avant. Les petits mystères, ça consistait à étudier l'ésotérisme. Parce que si on étudie l'ésotérisme, on comprend ce qui se passe à l'extérieur, et on comprend qu'il n'y a aucun hasard, c'est que des lois qui sont agissantes, et qu'on est en train de taper contre le montant de la porte, bêtement, alors que la porte est à côté. On le peut savoir. À ce moment-là, la foi, elle arrive. Quand tu prends la porte, tu dis, mais c'était ouvert il y a longtemps, c'est super. Le temps que tu tapes sur une porte, tu dis, pourtant j'y vais avec foi. Ah, ça marche pas. Ah, j'y retourne avec foi, ça marche pas. Alors là, on peut qu'on dise ça longtemps. C'est Cérès qui fait la différence. L'ésotérisme, c'est les petits mystères. Et tout le monde apprenait les petits mystères, les adultes, hein, pas les enfants. Enfin, il fallait avoir une majorité, je ne sais plus ce que c'était quel âge, mais enfin quelque chose comme 14 ans, c'était assez tôt, mais, ou 12 ans, je ne sais plus trop. On va trouver ça dans tous les peuples d'ailleurs, vers 12 ans, 12, 13, 14 ans, le passage à apprendre des mystères, à l'ésotérisme. En Afrique, par exemple, ça se fait beaucoup, c'est 12 ans, 10, 12 ans, on apprend quelque chose qui est l'ésotérisme. Si on comprend les lois, après, le grand mystère, il devient facile à explorer. Soit on a les dons pour l'explorer, soit on n'a pas les dons, dans ce cas-là, c'est pas trop grave, si on n'a pas les dons, mais au moins on n'est pas à côté de la plaque, on sait de quoi ça parle. Il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de secte, il y a juste... Alors la secte, ça va être un effet négatif du Cérès mal vécu. Si je n'ai pas l'ésotérisme, la secte est obligatoire. Même si c'est un vrai mouvement spirituel d'ailleurs. Parce que je vais le vivre de manière sectaire. Parce que si je comprends l'ésotérisme, c'est-à-dire si je comprends les lois du monde correctement, j'ai pas besoin de faire d'une vraie loi un truc à asséner aux autres. Ni non plus de m'en convertir de force et de me forcer à avoir un comportement qui n'est pas encore mûr. Quand je dis aux gens par exemple que le végétarisme est adapté au corps humain, vous n'êtes pas obligé de devenir végétarien du jour au lendemain. Vous allez voir de toute façon que Cérès, il y a quelque chose qui va résister en vous. Mais ça ne veut pas dire que, si ça résiste en vous, que « oh ben oui, c'est son opinion, et moi, c'est pas le cas, ça résiste, donc c'est pas pour moi ». Non, ça veut dire que ça résistera tout le temps, parce que vous avez l'acquis qui résiste par rapport à la loi divine. Quand vous faites plonger la loi divine dans l'acquis résiste. Donc ces résistances par rapport à l'éducation font partie de ce que doit analyser Cérès. Quand j'apprends quelque chose à quelqu'un, ça résiste. Ça résiste, ça ne veut pas dire que je ne dois pas lui apprendre, ça veut dire qu'il faut que je trouve le moyen de faire passer le message autrement. Voilà. Et donc, pour trouver comment faire autrement, il faut que j'étudie les lois. Voilà comment fonctionne Cérès. Donc, éducation, agriculture, civilisation, qui est le résultat de l'éducation. S'il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de civilisation. Donc, l'importance de l'éducation, tout ce qu'on doit apporter aux enfants, ils le ressortiront plus tard dans leur âge adulte pour organiser la société. Donc, danger s'ils ne l'ont pas en eux. Actuellement, il y a un vrai danger au niveau de l'éducation, c'est grave. Quand on dit qu'il faut enlever les fonctionnaires, qu'il y a des gens, l'autre jour à la radio, le type qui témoignait, qui disait « Ouf, Sarko est parti, je suis prof, instituteur, il y avait 38 élèves dans sa classe, 38 élèves dans sa classe, tu ne peux rien faire, l'éducation c'est foutu. » Donc, si ça dure longtemps, bah, les gamins prennent des plis malsains. Ils vont apprendre soit à chahuter, soit à être soumis à une autorité très forte, parce qu'il faut faire le flic, sinon et donc on apprend quelque chose qui n'était pas prévu au programme, qui était soit à se soumettre à l'autorité, soit à faire n'importe quoi, l'un ou l'autre. Mais il n'y a pas de solution. À 38, qu'est-ce que tu veux faire? C'est un vrai troupeau, tu ne peux rien faire. Donc c'est là, une vraie civilisation, elle doit se donner une éducation valable. S'il n'y a pas d'éducation valable, la civilisation est foutue. Vous attendez 20 ans, 30 ans, la civilisation est foutue. C'est une phrase, je ne sais plus qui disait ça, la culture c'est cher, essayez l'ignorance. La culture coûte cher, essayez l'ignorance, ça suffit. Je ne sais plus qui c'est qui disait ça, je crois que c'est Victor Hugo, mais je ne suis pas sûr. Si vous essayez l'ignorance, vous allez voir comment ça va coûter cher, ça va coûter beaucoup plus cher. Donc il faut savoir mettre dans la culture, dans l'éducation des choses. Voilà pour les petits mystères, donc mystère d'Éleusis, c'est les mystères de Cérès.
sachez que dans les Grèce ancienne, que vous appelez... Alors il y avait aussi, au niveau supérieur, dans les grands mystères, il y avait Dionysos. C'est-à-dire que dans les grands mystères, il y a l'ivresse du mystique, soit du derviche qui tourne dans la joie du Dieu, soit du méditant qui plonge en extase et se voit envahi d'un amour infini dont il n'en peut plus de jouir et qui ne s'arrête jamais. Bon, il y a toutes sortes d'expériences comme ça qui sont magnifiques, et ça, c'est Dionysos, c'est l'ivresse divine. Mais elle est dangereuse s'il n'y a pas eu les petits mystères avant. D'où, et ça, alors, moi je suis un peu ce qu'on disait par rapport au fait que l'astrologie soit éliminée comme ça, en 1666, je rappelle le chiffre de la bête, parce que du coup ça donne la science comme seul petit mystère, et évidemment la science est éliminée du petit mystère. Quand vous comprenez le système solaire, par l'astronomie, quand vous comprenez la composition de la matière ou la chimie, vous apprenez les petits mystères en même temps. Mais c'est largement insuffisant parce qu'on se cantonne au matériel, on n'explore pas le psychologique, on n'explore pas. Donc tout ce qui manque va manquer pour construire des êtres humains qui sont capables d'accéder aux grands mystères mystiques. À ce moment-là, toutes les fois deviennent des sectes. Des sectes soit qui ont réussi, hein, les grandes religions donc, soit des sectes qui sont trop petites, et qu'on appelle sectes avec grand plaisir mesquin parce qu'elles sont petites. Si c'était grosses, on les appellerait religion. On dirait, non mais c'est que ça quoi. Et où ils sont les mystiques là-dedans? Ils sont tantôt dans une petite secte, tantôt dans, enfin, entre guillemets, je mets les guillemets partout, hein, soit dans une grande religion, soit complètement en dehors. Ils apparaissent au hasard, puisque c'est une nature. C'est une nature neptunienne. Donc s'ils ont Neptune au fond d'eux, ça va se manifester. Donc celui qui est ésotériste, il sait que toutes ces histoires de religion, c'est des histoires politico-sociales, ça n'a rien à voir avec le phénomène de la rencontre divine. Mais que tout le monde est appelé à la rencontre divine, pas de problème. Qu'est-ce que tu appelles une secte? Parce que tu disais par rapport à la façon dont on vit les choses. Secte, ça veut dire séparer. Ça veut dire que c'est quelque chose... Alors, la définition qu'il donne, c'est que ça te sépare des autres, uniquement. Or, si quelqu'un étudie une pratique, quelle qu'elle soit, il y a une forme de séparation du marigot collectif. C'est pas ça qui est mauvais. La secte te sépare des lois elles-mêmes, parce qu'elle va te donner des lois qui ont l'air d'être les lois divines, mais qui ressemblent aux lois divines. C'est comme le Canada, ça ressemble. Donc tu crois que c'en est, mais voilà, c'est pas de... Et donc, en absorbant, si tu veux, ces fausses lois, tu vas croire te rapprocher, parce qu'on ne te les avait pas données. Ces lois, on ne les avait pas données. Donc, tu étais en recherche, elles te manquaient. Mais comme tu n'as pas un véritable ésotérisme qui te permet de relier ça à ta psychologie, et de voir comment les utiliser concrètement sur toi-même pour t'améliorer, tu ne vois pas comment le faire, donc ces lois sont données de manière complètement ex cathedra, de manière complètement, comment dire, donnée comme absolue, mais non vérifiable. Comme dogme. Ou comme, à ce moment-là, tu vas te séparer de ceux qui n'entendent pas cette loi-là, ou qui ne la comprennent pas. Attends, tu vas dire, ils n'ont pas compris ça. Donc tu prends, je sais pas, tu prends Raël, ils n'ont pas compris que vous êtes juste une fabrication des extraterrestres et qu'ils vont venir vous sauver. Donc, si tu n'as pas compris ça, je ne peux plus parler avec toi. Parce que moi, je pense que tu as été fabriqué des extraterrestres. Je dis ça pour la caméra, c'est pas vrai, je ne suis pas. Donc, si je suis un Raël, je crois ça. J'ai dit, donc, comment veux-tu que je parle à toi? Tu ne sais même pas que tu as été fabriqué des extraterrestres. Moi, je le sais. C'est foutu, donc je vais me séparer de toi. Et ce qui va séparer, ce n'est pas le fait qu'il y ait un niveau d'évolution différent, c'est le fait que je ne peux plus communiquer avec toi. Alors que le niveau d'évolution différent n'empêche absolument pas la communication. Quand vous invitez mettons, un swami hindou, moi je faisais ça quand j'étais jeune, je me posais la question justement si c'était secte ou pas, parce que je fréquentais les mouvements hindous et je me disais, mais qu'est-ce que c'est la définition? Parce que j'avais un peu peur. Et donc on avait invité avec ma compagne actuelle, qui allait devenir ma compagne peu après ça d'ailleurs, on avait invité un swami à manger chez nous. Et évidemment, si tu mets dans le manger quelque chose qui ne correspond pas à leurs critères de pureté, ils ne le mangent pas. Et moi, à l'époque, je n'avais pas une démarche complètement construite à ce niveau-là. Je me disais, est-ce que c'est pas une manière de se séparer des autres? Mais par contre, j'observais son comportement. En aucun cas, même s'il ne mangeait pas certains trucs qui avaient contenu un truc qui était lié au monde animal, en aucun cas il n'était séparé des autres. Il était tout le temps en train de rire, il ne critiquait pas, il n'était pas dans un peu négatif. Moi, voilà, il était dans son truc, c'est ok. Et donc c'est nous qui étions obligés de nous poser des questions des fois, mais est-ce que c'est vraiment utile ou pas? Il disait, et à ce moment-là, il répondait, mais il n'y avait il n'y avait pas volonté de se séparer. Dans la secte, il y a volonté de se séparer parce qu'on est les meilleurs et eux sont tous des ignorants. Dans quelqu'un qui a une connaissance spirituelle,
c'est la distance de tout ce qu'il a appris qui le sépare. Regardez un prof d'université par rapport à quelqu'un qui a le certificat d'études seulement, s'il ne peut pas lui fournir certaines informations, c'est pas parce qu'il est sectaire, c'est parce qu'il y a une distance qui le sépare par les mots, par les concepts, par les champs sémantiques utilisés. Il ne peut pas utiliser les mêmes. Si lui dit, bon, ontologiquement, tu as raison, mais pragmatiquement, je ne peux pas adhérer, le type il va le regarder, ontologiquement, pragmatiquement, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Bon, t'es d'accord ou t'es pas d'accord? Oui, merde. Enfin, ça veut dire que je suis pas tout à fait d'accord. Bon, ben d'accord, on a compris. Voilà, c'est clair. Mais c'est quoi qui fait la séparation? C'est que la personne qui sait quelque chose ne veut pas toujours le communiquer. Donc cette séparation-là, elle est cérétienne, elle est naturelle. Confondez pas la séparation naturelle avec la séparation artificielle imposée par un dogme ou une volonté de se croire supérieur, ou une volonté de séparation, ou une éviction, comme c'est pas des gens comme nous, c'est des étrangers dehors. Voilà, ça c'est des trucs, c'est des évictions qui sont organisées. Voilà. Donc dans la connaissance cérétienne, on peut communiquer avec, mais il va falloir trouver les moyens. Quand on l'instille devant les gamins qui ont 2-3 ans, il doit communiquer avec, mais il faut qu'ils trouvent les moyens. Parce qu'eux, ils ont envie que jouer, faire plus et de rigoler très fort. Donc l'institut de maternelle va trouver le moyen de faire passer le AA, bébé, tout ça. Voilà le truc de Cérès. Donc, vous voyez, c'est une planète très importante. Donc si vous étudiez les 7 précédentes et que vous introduisez Cérès, vous avez 8, j'appelle ça des planètes, maintenant on l'appelle planète naine. Alors oui, c'est marrant parce que je voulais dire Pluton a été dégradé, mais du coup Cérès a pris du grade. Parce que je trouve, sans le faire exprès pour vouloir faire chier les astrologues, ils rendent un sacré super service, parce qu'ils ne savent pas qu'il y a des astrologues comme moi qui utilisent Cérès. Et parce que tous les astrologues sont branchés sur Pluton. Mais il y en a très peu qui sont branchés sur Cérès. Et ils croyaient faire chier les astrologues. Tout ça, ça s'est passé au moment de la découverte d'Eris, qui s'appelle Discorde. Discorde, donc il y a bien eu, nous on a raison, pas vous, ni. Alors ça fait très longtemps qu'il y a une espèce de collusion inconsciente, je dis bien inconsciente, entre les astronomes et les astrologues. Quand les astronomes découvrent quelque chose, ils le nomment sans le faire exprès par un nom qui correspond à ce qu'il y a besoin dans la suite logique. Comme Pluton, qui arrive et qui correspond à une suite logique. Alors ça, par mes structures, je le démontre. Mais ça ne peut pas être Eris avant, ça peut pas être, il faut que ce soit Pluton. Et donc, comme par hasard, il voit le chien de Mickey, avec lequel il est en train de jouer sa gamine, il regarde le truc, il fait ses calculs, comment je vais l'appeler? Ah, Pluton, le chien de Mickey, puis après il regarde, on ferait ça. Ah bah oui, c'est en mythologie, ah c'est rigolo, bon bah ça va passer. Parce mais après quand on regarde le XXe siècle, alors on va quand même pas dire, je suis pas idiot à ce point-là, que c'est parce qu'ils l'ont nommé Pluton que c'est le dieu des enfers que pendant tout le XXe siècle il va y avoir la guerre partout. Ça serait un peu pousser le bouchon un peu loin. Non, c'est plus simple que ça, c'est tout simplement, il est déjà prévu qu'il va y avoir la guerre partout parce qu'on est rendu trop loin dans un système de pensée qui est complètement mort et qui doit mourir parce qu'on a fait l'ère des poissons. Et donc la planète suivante qui doit être découverte, elle est forcément celle qui va organiser cette destruction en nous obligeant à aller voir dans nos tripes qui on est, dans nos tripes esprit. Où est l'esprit? Vous avez perdu l'esprit, vous avez perdu la spiritualité, voilà ce que ça va donner. Et on a la Shoah, on a toute cette merde. Et donc, l'âge de Pluton, on a toute sa splendeur. Et maintenant, on est rentré à l'âge de Proserpine. Ça va être plus doux, mais ça peut être, au niveau du cerveau, ça peut être plus dramatique. On va transformer le cerveau en chewing-gum. Moi, ça, c'est autre chose. Mais si on se défend, on va boire un coup. Est-ce que j'ai fini? J'ai fini le mythe, hein, je crois. Oui, alors elle fait de l'éducation. Alors j'ai oublié de dire, elle est découverte. Un coup, elle est en train de poser le bébé sur le feu, et elle le rend invincible en le faisant cuire dans le feu. Évidemment, le bébé ne souffre pas, parce qu'elle est déesse, elle fait en sorte qu'il ne souffre pas. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Elle le prépare par son intelligence à pouvoir résister à toutes les épreuves. L'ésotériste va devoir être capable de résister à toutes les épreuves. Parce que sinon, il ne va pas pouvoir porter sa parole aux autres. Il va devoir s'isoler dans une grotte ou dans un endroit, dans un ashram, dans un endroit isolé, ou dans une secte. Donc, pour qu'il puisse porter son levain, on appelle ça le levain. Vous savez, dans le pain, on met le levain et le pain lève. Sinon, ça fait un truc plat. Donc, le levain, c'est cette fermentation qui va être contagieuse. Pour que cette contagion ait lieu, de la connaissance, il faut que l'être qui porte cette connaissance soit capable de résister à toutes les attaques qu'il va subir à cause de sa connaissance.
Parce que dès que vous êtes supérieur à quelqu'un d'une manière ou d'une autre, que vous vouliez ou non, vous allez être attaqué. Donc il va falloir savoir comment on résiste à cet attaque, comment on fait. Donc, elle le fait cuire dans le feu c'est les attaques, c'est la vie. Elle le fait cuire dans le feu comme ça de tous les côtés. Et évidemment, la mère se demande, mais qu'est-ce qu'elle fait la nuit? Elle bouge en bas avec le gamin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle adore sa servante, elle a l'air de s'occuper très bien du gamin, le gamin devient lumineux, extraordinaire, il apprend à lire, à écrire à toute vitesse, forcément, elle est la super institutrice divine, mais là, elle ouvre la porte et elle voit Cérès en train de mettre son gamin dans le feu. Elle hurle et elle la chasse, elle ne peut pas comprendre ce qu'elle est en train de faire. Et à ce moment-là, Cérès se révèle et dit qu'elle est la déesse. Et à ce moment-là, il y a à la fois une punition et une récompense. Il y en a qui reconnaissent qu'elle est la déesse, d'autres qui ne reconnaissent pas qu'elle est la déesse. Là, on a, en face de chaque épreuve, il y en a qui reconnaissent, il y en a qui ne reconnaissent pas. L'épreuve est là pour faire la reconnaissance. Quel est le comportement face à l'épreuve? Qu'est-ce qui se passe? Donc elle dit sa souffrance, elle n'a pas peur de dire sa souffrance, elle dit ok, vous gâchez tout, parce que moi il fallait que ma planque elle est découverte, je ne peux plus me planquer. Je ne peux plus élever cet enfant, alors je commençais à m'y attacher, mais je ne pourrais plus, puisque c'est terminé. Vous avez gâché le processus, il ne va pas être fini sans initiation, tant pis, c'est comme ça. Donc je vais donner une punition, alors je ne sais plus quelle est la punition qu'il donne, il faudrait que je me rappelle. Elle fait quelque chose qui va aboutir à des maladies, je crois. C'est parce qu'il y a un rapport avec l'un des fils qui va inventer la médecine. Je ne sais pas si Esculape est dans le tas, mais il y a un rapport. Où c'est un nom qui ressemble à Esculape, c'est pas Esculape. L'un des fils a la même fonction. Vous savez, en mythologie, il y a des noms qui se ressemblent et c'est les mêmes fonctions. Donc il faut pouvoir enfiler la même fonction sur le même axe, parce qu'il y a des noms différents, des fois, pour la même chose. Donc c'est un peu compliqué, des fois. Mais donc là, il y en a un qui va devenir guérisseur et médecin parce qu'elle invente le truc des maladies. Puisqu'il n'est pas fini de cuire, si vous voulez, hein, le gamin, du coup, il deviendra susceptible d'attraper les maladies. Donc, il y a l'idée que quand l'initiation ne peut pas se terminer, la maladie est obligatoire. Ça, vous verrez ça dans vos propres vies. Quand quelque chose est en train de comprendre quelque chose tout d'un coup, que vous n'arrivez pas à le comprendre à fond, il y a un truc du corps qui vous dit « Attends, non, t'as pas fini. Retourne voir, t'as pas fini. » Donc Cérès indique ça. Et puis, deuxième chose qu'elle fait, elle prend pitié à ce moment-là des êtres humains et elle leur donne l'agriculture. Elle leur donne la technique pour... Donc elle fait deux choses, et pour cuire le pain aussi, voilà, c'est ça. Il y a la cuisson du pain, qu'on va retrouver dans Jésus, dans le pain et le vin. Hein. Le vin, une fermentation naturelle, le pain, une fabrication de l'homme. Hein. Donc ça veut dire le sang et le corps, ou plutôt... ce qui est naturel, le sang, ce qui coule, ce qui est biologique, et le corps qui travaille, le travail de l'homme. Donc quand on prend le pain et le vin, le pain ça représente le travail de l'homme, parce qu'il n'y a rien de naturel dans le pain, enfin il y a les quatre éléments agissant artificiellement ensemble, feu, terre et eau sont mis artificiellement ensemble par l'art de quelqu'un qui sait comment le faire. Donc on est dans le début de la chimie, ou de l'alchimie. Donc c'est pour ça qu'il prend le pain comme exemple. L'autre c'est le sang. Le sang vous ne pouvez rien faire, c'est la transmission des ancêtres. Donc le sang rouge transmis par la mère, le pain blanc transmis par le père. Je ne parle pas du père, papa-maman, je parle du père et mère divine, hein, c'est les deux axes. Donc vous êtes un composé des deux, forcément, et les deux sont sacrés. Vous avez une mémoire, si vous ne voulez pas vous en occuper, elle va s'occuper de vous, donc vous êtes obligé de vous en occuper, c'est le sang. Et le pain, qu'est-ce que vous faites? Comment vous vous rendez utile? Si vous ne faites pas cuire votre pain, si vous ne le malaxez pas, si vous ne faites pas quelque chose, alors votre vie, elle n'est pas nourrissante. Voilà. Et là, on a l'aspect cérétien. L'autre aspect est plus le sang, il est plus lunaire, quoi. On est plus lié à ce qui existe. Voilà, vous êtes de sang, vous avez toutes vos générations qui sont dans votre sang. Au niveau chromosomique, au niveau ADN et tout. Voilà voilà l'histoire de Cérès. Elle est jolie, hein? Ah oui, alors j'ai oublié de dire qu'elle finalement Mercure, ah oui, j'ai oublié de dire, elle s'arrange avec Mercure. Mercure lui dit, écoute, moi, je vais te faire ton affaire. Après toutes ces... Alors il faut qu'elle ait eu toutes ces histoires, Cérès, sinon elle n'est pas... Et elle va voir Mercure. Mercure lui dit, je vais faire l'intermédiaire. Si on les laisse parler entre eux, ils vont se battre, ils sont tellement orgueilleux, tous ces dieux. Et lui, il est malin, Mercure. Il se dit de lui, oui, tu sais comment Dieu, c'est des chiants, tout ça. Toi, Hadès, t'es un type sympa, là. Et puis t'as raison, la Pichoune, elle est vachement jolie, t'as raison de la garder. Mais tu sais, il y a sa mère, et puis il explique bien les choses, tu vois. Il fait que le type était, ah ouais, t'as peut-être raison, t'as raison. Puis après, il va vers Zeus, tu sais comment est ton Hadès, là, Hadès, tu sais comment il est. Il est complètement, il est orgueilleux. Ah bah oui, ça c'est vrai, moi, je ne peux pas le tenir. Et je lui ai demandé, écoute, tu sais ce que tu devrais, tu vois, dealer un peu, pas forcément
Hein, ta loi, là, t'as donné, ça le vexe, donc tu diminues un petit peu, tu fais un temps, et puis comme ça, ils arrivent à l'arrangement. Enfin, grâce à Mercure, il couple cette diplomate par excellence. Il y aura 3 mois en dessous, 9 mois au-dessus. 3 mois, la nature disparaît sous terre, elle est uniquement souterraine. Les médiums le disent, hein, l'énergie est souterraine pendant l'hiver. Elle est bien là, elle n'a pas disparu, mais elle est souterraine, elle est dans les racines. Et pendant 9 mois, elle réapparaît à la surface. Et les 9 mois où la nature explose, c'est quand Proserpine est là. C'est la jeune fille qui est pleine de joie. Et c'est là que sa mère peut planter des choses, parce que sinon quand sa mère, en agriculture, ce qui est la déesse agriculture, n'est pas très contente quand elle est sous la terre, parce qu'il fait très froid et on ne peut rien planter, ça ne pousse pas, c'est génial. Voilà. Un mythe intéressant qui nous montre là aussi la gestion du temps, et donc déesse de l'astrologie aussi, puisqu'on a les 9 mois, 3 mois. On commence, 9 et 3, ça divise ça redonne le chiffre 12, parce que c'est des lunaisons tout simplement, hein. Ça redonne les chiffres 12, mais ça nous redonne la séparation en 4 aussi, du zodiaque qui va commencer. Voilà. Et le 3 x 4, il est là aussi, avec le 3, le 9, la séparation en 4. Donc on me dit, ça veut dire quelque chose de séparer le temps comme ça, pas forcément en 2, peut-être en 4, et on pense là. Et si on commence à travailler là-dedans, on va commencer avec ces subdivisions successives à trouver ce qu'est l'astrologie, c'est-à-dire chaque endroit du ciel est bien signifiant de quelque chose dans la progression lente du temps. Voilà, on a fini, on va se prendre un petit truc pour le gosier. Donc là, c'est Proserpine ou Cérès qui est lié à l'astrologie? C'est Cérès. Proserpine est plus liée à cette fonction, si tu veux, en nous, qui est désirante, et qui est la fille de Cérès. C'est-à-dire que la fille de l'intelligence, c'est que le désir va être multiple. Parce que si votre désir est celui d'animal, il est simple. C'est c'était le truc précédent, l'ego. Hein. Il y a les quatre éléments qui sont là. Je veux procréer, je veux un territoire, je veux un combat où je gagne, c'est une domination, quoi. Et puis un clan, une famille avec lequel je peux être à peu près en sécurité. Vous prenez n'importe quel monde animal, il est comme ça. Et le monde humain étant un monde animal, il est pris là-dedans. Et donc, le désir, les 4 désirs, ils sont simples. Si Proserpine est fille de Cérès, fille de l'intelligence, ça veut dire que d'autres désirs vont apparaître qui sont beaucoup plus complexes et qui vont donner, par exemple, dans le domaine sexuel, l'érotisme. L'érotisme du lapin, il est simple. Hein. Il y a un trou, puis ça va très vite et hop, c'est fini. Donc, si on veut prendre plaisir, si on veut faire des formes et tout ça, on rentre dans le monde humain. Évidemment, la complexité va amener la perversité ou l'erreur et tout ça, mais elle va amener aussi le Kama Sutra, elle va amener des tas de choses très très belles, ou par exemple le plaisir sexuel. Le plaisir sexuel, le lapin, enfin la lapine, elle dit bon, ok, on n'a pas le temps de voir de toute façon. Vous connaissez la blague, je vais finir là-dessus. C'est le papa lapin qui dit à son fils, bon petit, là, il va falloir que maintenant tu apprennes à, tu vois, tu es fort, tu commences à l'adolescence,